Il y a quelques années, un anonyme de Fourchamps a publié un message sur un restaurant fermé et suspect dans sa ville. Un soir, en promenant son chien, elle est passée devant le restaurant et dit avoir vu un enfant frapper à la fenêtre de l'intérieur. Une enquête a révélé divers détails douteux et a abouti à la disparition apparente de 3 utilisatrices différentes après avoir examiné elle-même la propriété. Enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et autres avantages ou me laisser un pourboire en cliquant sur merci sous la vidéo. Merci à ceux qui y penseront. Cette vidéo porte sur un complot de trafic d'enfants. La discrétion est conseillée. Cliquez sur le lien en description pour devenir membre Ko-fi et regardez une version plus longue, non coupée et sans pub de cette vidéo avec des détails supplémentaires non inclus ici. Le 20 août 2019, une anonyme de Fourchamps a publié un message sur le X-Board intitulé 1634 Quit, Grand Rapids, Michigan. Il montrait une photo prise de nuit d'un bâtiment dont la plupart des fenêtres étaient recouvertes, mais on pouvait voir de la lumière venant de l'intérieur. Le message donnait un peu de contexte. Il disait « Les ex-dossiers veulent démêler une vraie conspiration. Le 1634 Quit à Grand Rapids, Michigan était autrefois un restaurant populaire nommé Isaac's, ouvert au milieu des années 1990. Après la mort du propriétaire Isaac d'un cancer du poumon, sa veuve et son fils ont continué à faire tourner le restaurant pendant quelques années avant de finalement le fermer et de vendre le bâtiment au début de l'année 2014. Un couple étrange dans la quarantaine l'a acheté peu de temps après avec l'intention d'en faire un café. Ils ont peint l'extérieur, mis une lampe au milieu du bâtiment, collé des sacs poubelles sur les fenêtres et c'est ainsi que le bâtiment est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est à l'automne 2015 que des choses étranges ont commencé à se produire. Il n'était pas rare de voir 2 ou 3 véhicules utilitaires sport entrer sur les lieux, amener un groupe de jeunes enfants, puis voir les adultes repartir sans jamais revoir les enfants. La raison pour laquelle je publie ceci, c'est parce que je promenais mon chien devant le bâtiment ce soir quand j'ai vu un enfant d'environ 10 ou 11 ans soulever un coin d'un des sacs poubelles scotchés sur la fenêtre et commencer à taper sur la vitre comme s'il essayait d'attirer mon attention. J'ai sorti mon appareil photo pour prendre une photo, mais juste avant le flash, quelqu'un l'a apparemment tiré en arrière. Je suis restée là plusieurs minutes de plus, mais dès lors, le bâtiment paraissait vide. La police, appelée sur les lieux, a braqué ses lampes dans la fenêtre sans rien voir et est repartie. Personne ne prend cette histoire au sérieux. Je te le dis, il se passe quelque chose de louche ici. Vu le nombre impressionnant de publications manifestement fausses et similaires qui sont partagées chaque jour sur Fourchan, on te pardonnerait de penser que ce n'est qu'une de plus. Il faut reconnaître que cela semble être une histoire peu crédible. Un homme passe justement devant lorsqu'un enfant commence à frapper à la fenêtre d'un bâtiment où, selon lui, il a déjà vu des groupes d'enfants être emmenés par le passé. Ils contactent la police, mais ils ne font que regarder brièvement par la fenêtre avant de partir. Quelques autres anons dans le fil de discussion n'ont pas tardé à crier au mensonge, l'un d'eux affirmant que la police ne serait pas simplement partie si elle avait pensé qu'un enfant était en danger. L'auteur du post a répondu « Moi, je ne sais pas quoi te dire et ils ne m'ont pas prise au sérieux du tout, mais je sais ce que j'ai vu et ce n'est pas juste un cas isolé. » Les habitants de ce quartier savent que quelque chose d'étrange se passe ici, sans savoir exactement quoi. Un autre anon a exigé une photo horodatée que l'auteur du post a fournie un peu plus d'1 heure plus tard, prouvant qu'il était bien devant ce bâtiment, mais à ce stade, il n'y avait pas grand-chose d'autre qu'il pouvait partager pour étayer le reste de l'histoire. Quant aux détails du post, une petite recherche sur Google permettra de corroborer l'histoire du restaurant telle que racontée par l'auteur du post. Un avis Yelp sur le restaurant d'Isaac datant de juillet 2011 indique, je cite, « Malheureusement, Isaac n'est plus parmi nous après un combat contre le cancer. Pocheor, la famille d'Isaac perpétue l'héritage du restaurant d'une manière qui le rendrait fier.
D'autres informations que j'ai trouvées semblent confirmer que la famille d'Isaac a abandonné l'endroit au début de 2014 et que le bâtiment a été acheté peu de temps après. Nous parlerons des nouveaux propriétaires plus tard dans la vidéo. Petite parenthèse, j'ai trouvé un article sur le fils d'Isaac qui aurait, selon les allégations, mortellement abattu un homme en avril 2008 alors qu'il n'avait que 17 ans. Il a évité les accusations de meurtre car il a été déterminé qu'il avait agi en légitime défense après un piège lors d'un trafic de drogue. Cela n'a aucun lien avec le restaurant, mais je trouvais pertinent de le mentionner. Quoi qu'il en soit, en comparant les photos de l'auteur avec celles que l'on peut trouver sur Google Maps, l'endroit ne semble pas avoir changé depuis au moins septembre 2016. La dernière photo avant cela date de juillet 2011, quand c'était encore Isaac. En 2016, on peut voir le même panneau fermé dans la fenêtre et toutes les fenêtres semblent être obstruées avec des sacs poubelles, exactement comme sur les photos de l'auteur. Il semble que les nouveaux propriétaires aient peint l'extérieur du bâtiment, puis l'aient simplement abandonné pendant des années, ce qui rend un petit détail sur les photos de l'auteur particulièrement intéressant. Si vous regardez en bas de la porte, dans l'espace sous le sac poubelle, vous pouvez voir quelque chose, un objet ou peut-être une ombre, mais sur la photo datée, cela a disparu. Il a été suggéré qu'il pouvait s'agir du pied de quelqu'un, mais que ce soit une personne ou un objet, il est clair que cela a bougé pendant les 93 minutes entre la publication et le commentaire d'Opi avec la photo. Bien sûr, cela ne prouve pas qu'un enfant était là en train de frapper à la fenêtre, mais cela suggère que quelqu'un s'y trouvait à ce moment-là. Gardez à l'esprit que la publication originale a été faite à 1h du matin et qu'Opi a pris la photo horodatée à 2h35 du matin. Si cet endroit était abandonné, pourquoi quelqu'un s'y trouverait-il aux premières heures du matin? Le fil de discussion original est resté assez actif au cours des heures suivantes, avec des anonymes débattant de l'authenticité de l'histoire et théorisant sur ce qui pourrait se passer, la principale théorie étant celle d'un réseau de trafic. Une anonyme a même affirmé vivre elle-même dans la région et a dit ce qui suit. Donc, je vis dans cette région et je peux vous dire que oui, cet endroit est connu pour des trucs bizarres qui s'y passent. C'est un de ces endroits dont tout le monde a entendu parler et où l'on dit aux enfants du coin de ne pas aller. Je ne vais pas m'en mêler, je ne veux pas prendre le risque de m'impliquer dans quelque chose de dangereux. 24 heures après la publication, certains annonces se préparaient à tenter leur chance et l'un d'eux a décidé de s'y rendre en voiture. Ils ont publié quelques photos et le commentaire suivant. Commentaire. D'accord, j'y suis allé. C'était un trajet de 45 minutes depuis Keizu. J'allais prendre des photos de l'intérieur, mais il y avait clairement des gens à l'intérieur. Tant pis, je vais manger un morceau et reviens dans quelques minutes. Anon n'est jamais revenu quelques minutes plus tard, et l'auteur du fil non plus, qui avait disparu depuis qu'il avait posté la photo horodatée. La prochaine Anon à venir ici essayait de comprendre comment diffuser ça sur Twitch, mais elle avait quelques difficultés techniques. Elle a quand même posté une photo du bâtiment pour prouver qu'elle était là avant de commenter. Non, non, non. Quelqu'un vient de sortir du bâtiment en courant. Je me tire, foutez-moi la paix. Quelques minutes plus tard, elle a commenté à nouveau. J'étais de l'autre côté du bâtiment, mais j'ai entendu la porte de l'autre côté s'ouvrir et le bruit de quelqu'un qui courait. Je n'ai pas regardé si j'étais suivie car j'ai filé à toute vitesse au coin de la rue. Je suis montée dans ma voiture, je suis partie et me suis garée quelques rues plus loin. Je suis désolée de ne pas avoir pu lancer un live, j'ai vraiment essayé, sincèrement. Croyez-moi ou non, mais il y a vraiment quelque chose de très louche à propos de cet endroit. Le fait que la porte se soit ouverte et que quelqu'un ait couru dehors confirme mes soupçons. Je pars pour l'instant, mais demain soir, je demanderai à quelques potes de venir et je diffuserai depuis mon téléphone. On fera ça comme il faut, mais ce soir, j'arrête là. Trop effrayée pour rester ici. Une autre personne anonyme a alors décidé d'aller voir l'endroit et a réussi à le diffuser sur Twitch, mais son compte a été supprimé depuis et je n'ai pas pu trouver d'archives de la vidéo. Une capture d'écran de la diffusion montrant l'intérieur du bâtiment a été postée sur le fil de discussion. Vous pouvez le voir à l'écran maintenant. Il n'y a rien de particulièrement inquiétant sur cette photo, cependant il est difficile de croire que les nouveaux propriétaires le rénovent activement depuis des années à ce stade. Pourtant, s'ils ne faisaient pas de travaux, pourquoi avait-on l'impression que quelqu'un était à l'intérieur lors de la prise des photos?
Les internautes parlaient aussi du bas de la porte vitrée qui était cassé dans le direct, ce qui n'était pas visible sur les photos originales postées par l'auteur. Cela ne prouve pas nécessairement toute l'histoire de l'auteur, mais cela semble confirmer que quelqu'un était à l'intérieur et qu'il s'est passé quelque chose là-dedans au cours des dernières 48 heures. L'internaute qui avait échoué à diffuser sa première visite est revenu et a réussi cette fois-ci à la diffuser sur Twitch. Quelqu'un l'a ensuite téléchargée sur Streamable et elle dure 5 minutes et 23 secondes. La vidéo montre principalement l'internaute conduisant jusqu'à la propriété, puis le suit lorsqu'il sort de sa voiture et fait le tour du bâtiment de l'arrière vers l'avant durant la dernière minute. Il montre l'intérieur depuis la fenêtre où le sac poubelle était tombé. Comme la dernière internaute avait déjà obtenu une vue assez claire de l'intérieur de la propriété, il n'y avait probablement pas grand-chose que celle-ci pouvait ajouter, jusqu'à ce que quelqu'un remarque un détail assez inquiétant sur une capture d'écran du direct ensuite. La fenêtre d'où le sac poubelle s'était détaché portait 2 traces semblables à de petites empreintes de mains. Ces traces pourraient-elles provenir de l'enfant que l'autrice disait avoir vu frapper à la fenêtre ? Après ce moment dans le direct, Anon dit qu'il croit avoir entendu quelque chose, alors il s'éloigne pour aller voir, puis il dit non avant de sembler s'enfuir en courant. Le direct se termine là et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Même son compte Twitch montre qu'il n'a pas été actif depuis 6 ans, depuis qu'il a diffusé sa visite au restaurant, faisant de lui la 3e personne à sembler disparaître en enquêtant sur cela. Donc, pour résumer jusqu'à présent, nous avons un restaurant autrefois légitime qui a finalement fermé quelque temps après que le propriétaire soit décédé d'un cancer. Ce restaurant a été racheté par de nouveaux propriétaires qui voulaient en faire un café. 4 ans plus tard, l'endroit est toujours fermé, des sacs poubelles couvrent les fenêtres depuis tout ce temps et il semble qu'aucun progrès n'ait été fait concernant les rénovations. Pendant cette période, Opie affirme avoir vu des enfants être emmenés dans cette propriété à bord de véhicules utilitaires sport. Opie passe devant l'endroit un soir et affirme avoir vu un enfant frapper à la fenêtre pour attirer son attention. Une vidéo ultérieure de cette fenêtre semble montrer des empreintes de mains à l'endroit où l'enfant aurait frappé. Auteur du poste disparaît, 2 autres annonces se rendent sur place pour enquêter et ils disparaissent eux aussi. Un autre anon filme l'intérieur, montrant que presque aucune rénovation ne semble avoir eu lieu, mais il y a eu des changements visibles depuis le post original, ce qui suggère que quelqu'un a fait quelque chose là-dedans, mais personne n'a la moindre idée de quoi. Jusqu'à présent, il n'y a rien de concret pour prouver une activité criminelle, mais cet endroit semble tout de même assez suspect pour dire le moins. Et il y a encore quelques détails suspects que nous devons aborder. Je vais commencer par un détail relativement mineur que j'ai remarqué en regardant les photos du restaurant sur Google Street View. Il y avait des photos de septembre 2022. À ce moment-là, je croyais que la propriété avait été vendue à la personne qui la possède actuellement. C'est maintenant un restaurant de poulet et il a l'air sérieux. Je n'ai rien trouvé de suspect concernant l'entreprise actuelle ou ses propriétaires. Quoi qu'il en soit, les propriétaires actuels avaient déjà acheté la propriété en septembre 2022, mais ils ne l'ont ouverte au public qu'en septembre 2023, donc la propriété était en cours de rénovation à ce moment-là. Sur l'une des images de Street View prises depuis la route derrière la propriété, on peut voir 2 matelas appuyés contre le bâtiment. Il est tout à fait possible que ces matelas aient été déposés illégalement par une personne totalement étrangère. Mais sinon, je ne peux que supposer qu'ils ont été sortis du restaurant en même temps que le reste des déchets visibles dans les vidéos, ce qui est assez étrange. Pourquoi diable aurait-il des matelas à l'intérieur s'ils étaient en train de transformer l'endroit en café ? Une autre chose intéressante que j'ai trouvée est un post Reddit d'une personne qui a réellement nettoyé le bâtiment après que les propriétaires du café l'ont vendu, je cite « J'ai récemment nettoyé un vieux bâtiment sur Coït qui était autrefois un restaurant appelé Isaac et la personne qui m'a aidé à obtenir le travail a mentionné en passant qu'il s'était passé beaucoup de choses bizarres là-bas sans vraiment donner de détails et je n'ai pas demandé au cas où ce serait comme Gus ou autre chose. Étant une grande froussarde, j'ai amené quelqu'un pour m'aider à ne pas être seule au sous-sol. C'était un travail vraiment difficile et honnêtement, je n'avais jamais vu un tel désastre auparavant. Des jeunes ont fracturé la porte de derrière et vidé des extincteurs dans tout le bâtiment. Le gars du placoplâtre a foutu du bazar partout et il y avait des déchets et de la boue de placoplâtre mélangée, laissée dans des seaux de vin d'1 litre pendant des semaines après qu'il ait été viré pour avoir fait un travail médiocre. Ça puait vraiment.
Oh mon Dieu, c'était horrible. Bref, j'ai cherché sur Google pour essayer d'avoir des infos et j'ai trouvé ce fil Reddit que je vais mettre ci-dessus à propos d'un prétendu trafic d'êtres humains là-bas. L'endroit a vraiment une ambiance étrange, pas forcément effrayante ou inquiétante, mais plutôt un peu triste. Je sais pas, c'est calme, mais pas vraiment paisible. Je me demandais juste si quelqu'un avait d'autres histoires à raconter à ce sujet. Ça ne m'a que rarement marqué parce que les entrepreneurs, les fournisseurs et les employés de bureau étaient tous très du genre. Je fais mon boulot au plus vite et j'oublie tout ça après. Et c'est comme si chaque personne qui est entrée là depuis que c'est fermé avait une attitude du genre « j'en ai rien à faire de cet endroit, je me casse ». Avec plein de petits déchets, d'outils, de trucs, de petits signes que des peintres et des plaquistes sont passés par là et qui d'habitude ramassent tout. Mais là non, et ça donnait vraiment une drôle d'ambiance. Un entrepreneur a laissé une partie de son petit matériel sur place. C'était une expérience étrange. Quelqu'un a des potins croustillants. Donc, c'est assez troublant, et même si ça ne prouve rien de vraiment louche, ça confirme ce que l'autrice disait sur le fait que les gens du coin soupçonnaient qu'il se passait quelque chose là-bas. Une utilisatrice de Reddit a partagé sur sa page Facebook des photos prises pendant qu'elle nettoyait un bâtiment. Il semble vraiment que la plupart des saletés avaient été enlevées au moment où elle a été engagée pour nettoyer, mais il est important de noter que le bâtiment possède un sous-sol de taille correcte sous le restaurant. Il ne semblait pas vraiment plausible qu'une activité criminelle ait pu avoir lieu au niveau du restaurant, car il semblait rempli de saleté, mais il y aurait largement assez de place dans le sous-sol. Un autre élément à prendre en compte lorsqu'on évalue la plausibilité de la théorie de la traite des êtres humains, c'est la zone autour de la propriété. Tout d'abord, ce n'est pas un endroit isolé, il est entouré de maisons et il y a quelques églises à proximité, donc il est probable qu'il y ait souvent du monde dans les environs. Nous avons tous entendu parler de se cacher à la vue de tous, mais je ne suis pas sûre que cet endroit me semble idéal pour faire du trafic d'enfants. Cependant, quelque chose qui pourrait vous faire changer d'avis à ce sujet, c'est la carte affichée à l'écran maintenant qui montre les délinquants sexuels enregistrés dans la région de Grand Rapids et, comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. L'État du Michigan a déjà l'un des taux de délinquance sexuelle les plus élevés des États-Unis et Grand Rapids affiche un taux supérieur de plus de 26% à la moyenne de l'État. Une statistique encore plus folle, c'est que Grand Rapids compte entre 10 et 13 fois plus de délinquants sexuels que le reste des États-Unis. Non, cela ne confirme pas que des enfants sont victimes de trafic dans ce restaurant, mais selon jusqu'où vous êtes pas prête à croire que cette potentielle conspiration pourrait aller, cela pourrait rendre plus crédible que ce genre d'activité puisse avoir lieu ici, même si c'est une zone assez densément peuplée. Si quelque chose comme ça devait arriver quelque part, Grand Rapids compte suffisamment de personnes potentiellement impliquées pour y participer ou au moins fermer les yeux. Que sait-on des nouveaux propriétaires qui ont acquis la propriété auprès de la famille d'Isaac ? Pendant tout ce temps, la propriété appartenait à la société Humanix, société à responsabilité limitée. Les internautes ont immédiatement fait remarquer que ce nom ressemble un peu à une fusion entre humain et trafic. Personnellement, je pense que c'est un peu trop évident pour que ce soit un indice sur ce qui se passe ici. Si cette entreprise était vraiment impliquée dans la traite des êtres humains, je doute qu'il le suggérerait dans le nom. Humanix est composé de 2 personnes, probablement le couple que l'auteur pensait avoir acheté le restaurant en 2014. Au-delà de ce bien qui était censé être transformé en café, il ne semble pas y avoir d'informations en ligne indiquant quelles sont les activités commerciales de Humanix. Personne n'a pu l'associer à d'autres activités, ce qui rend l'information suivante potentiellement suspecte. Selon les registres publics de 2019, Humanix avait un chiffre d'affaires annuel de 92 278 $. Alors, d'où venait cet argent ? Ce n'était certainement pas du café abandonné qui n'a jamais été rénové, encore moins ouvert. Le siège de l'entreprise était indiqué comme étant une maison à seulement 7 minutes en voiture. Si on regarde cette maison sur Google Maps, on remarque quelques détails. Tu te souviens que l'auteur du post a dit qu'il avait vu des véhicules utilitaires sport entrer dans les lieux en amenant des groupes de jeunes enfants. Eh bien, sur les images de Street View prises le mois précédent ce post, on peut voir 2 véhicules utilitaires sport garés dans l'allée et 4 jeunes enfants dans le jardin à l'arrière.
Maintenant, laissez-moi préciser que ces enfants n'ont pas l'air, de toute évidence, d'avoir été victimes de trafic. Ils sont clairement en train de jouer dans le jardin et je ne vois ni clôture ni rien qui les retienne là, donc on peut supposer qu'ils seraient libres de partir à tout moment s'ils le voulaient. Donc ce n'est certainement pas une preuve de quoi que ce soit de suspect, mais cela pourrait en quelque sorte corroborer l'histoire de l'auteur du post, du moins en ce qui concerne ce qu'il affirme avoir vu. Il y avait aussi une autre adresse à Rockford qui était liée à Humanix, à environ 21 minutes en voiture de l'autre. Cet endroit semble beaucoup plus isolé et c'est une propriété nettement plus grande que celle de Grand Rapids, avec une superficie d'un peu moins de 6000 pieds au carré. Si vous adhérez à la théorie de la traite des êtres humains, je dirais que cette propriété semble être un endroit beaucoup plus plausible pour cela que l'autre maison à Grand Rapids, mais au final, je n'ai rien trouvé de suspect à propos de cet endroit. Je n'arrive même pas à en avoir une bonne vue sur Google Maps. Des utilisateurs anonymes de Fourchamp ont découvert des documents révélant que Humanix Société à responsabilité limitée appartenait à un certain Ray. Je vais éviter de mentionner son nom de famille parce que honnêtement, je ne suis pas sûre qu'il ait quoi que ce soit à voir avec l'entreprise. Le seul Ray avec ce nom de famille que moi et tous les autres chercheurs avons pu trouver à l'époque a une carrière en informatique assez bien documentée et, au moment de cette discussion, travaillait pour un centre de santé familiale. Quelques sites d'annuaires mentionnaient son nom à côté de Humanix et de l'adresse de la maison avec les véhicules utilitaires sport garés devant, mais je n'ai rien trouvé qui le relie à l'entreprise. Il a une page LinkedIn qui ne mentionne pas Humanix, ni rien qui pourrait être lié à ce dans quoi Humanix serait probablement impliqué. Certaines personnes anonymes sur le fil ont suggéré que cela n'a rien à voir avec Ray et que la personne réellement derrière Humanix a simplement utilisé son nom. Je ne sais pas à quel point c'est plausible. Je suppose que ça pourrait être un autre Ray que celui qui était censé posséder Humanix, mais le nom de famille n'est pas courant. Il est possible que Ray ait lancé cette entreprise Humanix comme projet annexe, et j'imagine que s'il se passait quelque chose de louche, il n'allait probablement pas l'afficher ouvertement sur LinkedIn. Moins il y a de regards dessus, mieux c'est. Quant à Ray, l'enquête a un peu tourné court après cela, et il n'est pas clair quel était son rôle au sein de Humanix, s'il en avait un. J'ai quand même réussi à trouver quelques autres personnes qui ont des liens avec cette entreprise, principalement grâce à la première adresse qui était indiquée comme siège de Humanix. Selon les registres électoraux, un couple marié nommé Samuel et Léa vivait à cette adresse au moment des faits. Encore une fois, je ne vais pas mentionner leur nom de famille dans cette vidéo, au cas où ils ne seraient en réalité pas impliqués. La présence de ce couple à cette adresse est également confirmée par une image que j'ai trouvée sur Google Maps de cette propriété où l'on voit une camionnette garée devant avec le logo d'une entreprise de moquette. J'ai consulté le site web de cette entreprise et il se trouve qu'elle y présente ses employés avec des photos. L'un de ses employés est Sam avec le même nom de famille et la photo correspond à une autre photo de lui que j'ai trouvée ailleurs en ligne. J'ai également trouvé des informations suggérant que Sam et Léo étaient à la fin de la trentaine au moment du post sur Fourchamp, mais en regardant leurs photos, ils pourraient passer pour avoir la quarantaine, ce qui correspond à ce que l'auteur du post a dit à propos d'un couple dans la quarantaine ayant acheté la propriété. Ce qui est intéressant avec ce couple, c'est qu'ils ont accueilli plusieurs enfants en famille d'accueil et ont 5 enfants adoptés, ce qui explique pourquoi il y avait 4 enfants sur les images de leur jardin dans Google Street View. Cette découverte est ce qui a potentiellement commencé à rassembler les pièces du puzzle dans mon esprit, et même s'il reste encore beaucoup de questions sans réponse, je pense que le fil original sur Fourchamp commence à avoir un peu plus de sens. Ce n'est que ma théorie, et je peux me tromper, mais je ne pense pas vraiment que l'auteur du post mentait, du moins pas sur toute l'histoire. Étant donné qu'il a dit avoir vu des véhicules utilitaires sport se rendre sur la propriété avec des groupes d'enfants et qu'il s'avère que la propriété appartient à une entreprise qui a l'adresse de Sam et Léa, qui ont 5 enfants adoptés et en ont accueilli beaucoup d'autres, et qu'il y avait des véhicules utilitaires sport entassés dans leur allée. Il est logique que l'auteur du post ait vu Sam et Léa arriver au restaurant dans leur véhicule utilitaire sport avec leurs enfants adoptés et ceux qu'ils accueillaient. Il est également important de noter que Sam et Léa sont blancs et que leurs 5 enfants sont noirs. Il est visiblement évident qu'ils ne sont pas biologiquement liés, donc même si cela n'a pas été mentionné dans le post sur Fourchamp, cela aurait probablement alerté l'auteur du post s'il pensait déjà qu'il se passait quelque chose de louche.
Il n'a sûrement pas pensé que ses enfants avaient été adoptés par le couple. Si c'est le cas, nous pouvons écarter la théorie du trafic d'êtres humains. Il n'y a aucune façon plausible que ce couple ait pu s'en sortir en trafiquant des enfants qu'ils avaient adoptés ou accueillis. Je suppose qu'on ne peut pas totalement exclure qu'il se passait quelque chose de néfaste avec les enfants, mais il n'y a tout simplement aucune preuve crédible pour suggérer une telle chose, donc je vais complètement écarter cette possibilité à l'avenir. Ce que je n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est pourquoi ils allaient au restaurant apparemment de façon régulière, alors que le restaurant semblait être resté inchangé pendant environ 4 ans. S'il était en cours de rénovation active, peut-être qu'ils y allaient et emmenèrent les enfants parce qu'ils n'avaient pas de babysitter, mais d'après les photos sur Google Maps, il ne semble pas que quoi que ce soit d'important ait changé pendant tout ce temps. Je pense que quelqu'un se trouvait dans la propriété lorsque l'auteur du post a pris la première photo, d'où la silhouette dans l'embrasure de la porte et les détails mentionnés plus tôt dans le stream sur Twitch, mais je doute que des enfants aient été présents aux premières heures du matin. Ce détail a donc peut-être été inventé pour rendre l'histoire plus intéressante. Dans ce cas, je suppose que les traces sur la tape sur la fenêtre visible dans le stream n'étaient pas vraiment des empreintes de main, ou si c'était le cas, elles ne venaient pas de cette nuit-là. Un autre élément de cette histoire qui reste absurde est presque tout ce qui touche à Humanix Société à responsabilité limitée. À part le fait que Sam et Léa vivent à l'adresse indiquée comme siège de Humanix et que Humanix possède le restaurant où il est plausible que l'auteur du post ait vu Sam et Léa rendre visite, je n'ai rien trouvé qui les relie à l'entreprise. Je ne comprends même pas comment ils auraient largué le temps de gérer une entreprise et de prévoir d'ouvrir un café alors que Sam travaille dans la société de tapis mentionnée plus tôt, qu'ils ont tous les deux 5 jeunes enfants et qu'ils accueillent en plus d'autres enfants en famille d'accueil. Gardez à l'esprit que le couple n'est en réalité mentionné nulle part comme propriétaire ou même employé de cette entreprise. Le seul nom qui semble être publiquement associé à Humanix est Ray, qui a été mentionné plus tôt dans la vidéo, et je ne suis même pas certaine qu'il ait quoi que ce soit à voir avec tout ça. Honnêtement, je ne m'y connais pas vraiment en affaires, mais je ne suis pas la seule à penser qu'il y a quelque chose d'un peu louche avec Humanix, société à responsabilité limitée, étant donné qu'il n'y a aucune preuve concrète indiquant un trafic d'êtres humains ou quoi que ce soit de louche avec des enfants. Je me demande si ce dans quoi Humanix était impliqué n'avait pas plutôt un rapport avec une fraude fiscale, voire même du blanchiment d'argent. C'est vraiment très suspect que la seule activité commerciale que l'on ait pu relier à Humanix soit ce café qui n'a même jamais ouvert, et pourtant, il déclarait toujours un revenu annuel de plus de 90 000 $. Pour être clair, si Humanix était impliqué dans une activité illégale de ce genre, je ne dis absolument pas que Sam, Léa ou Ray étaient impliqués. Bien sûr, il ne faut pas juger un livre à sa couverture, mais d'après tout ce qu'on raconte, Sam et Léa semblent être un couple gentil qui a consacré sa vie à aider des enfants dans le besoin, et Ray semble être un professionnel respecté dans un domaine qui n'a rien à voir avec tout cela. Je ne peux pas expliquer pourquoi ni comment ils ont été liés à cette entreprise s'ils n'ont vraiment rien à voir avec elle, et je ne peux pas expliquer non plus divers autres détails mis en avant dans cette vidéo. Je reconnais aussi qu'il est contradictoire de ma part de suggérer que l'auteur du post a vu Sam et Léa arriver sur la propriété avec leurs enfants dans des véhicules utilitaires sport, tout en doutant que Sam et Léa possédaient réellement cette propriété. Mais honnêtement, j'ai du mal à trouver une théorie qui explique chaque aspect de cette histoire. Il serait peut-être plus simple de dire que l'auteur du post a tout inventé et j'étais ouverte à cette possibilité dès le départ, mais plus j'ai creusé tout ça, plus j'ai trouvé d'éléments qui corroboraient les détails de son histoire. En fait, il n'y a pas un seul détail vérifiable que j'ai pu réfuter, ce qui est rare dans une affaire comme celle-ci. L'auteur a peut-être embelli certains aspects de l'histoire, mais je ne suis pas convaincue qu'il ait tout inventé. Je pense qu'il est plus probable qu'il ait mal interprété ce qu'il a vu. Au final, c'est à ce stade que l'enquête se heurte à un mur. J'ai passé en revue toutes les informations que j'ai pu trouver en ligne et le lieu est maintenant un restaurant de poulet apparemment légitime, géré par des personnes totalement différentes. Donc, s'il n'y a jamais eu une activité criminelle dans cet établissement, cela s'est terminé il y a bien longtemps. J'adorerais lire vos avis, théories et suggestions de sujets à traiter prochainement dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms apparaissent à l'écran. Votre soutien est vraiment apprécié. Merci d'avoir regardé, à la prochaine dans une nouvelle vidéo.